Imaginez une carte au trésor, mais pas une de ces vieilles cartes, vous voyez, avec un X pour un coffre de pirate. Non, non. Une carte numérique, faite de millions de données, et qui mène au vrai trésor de notre siècle, les minéraux critiques. Ceux qui font tourner nos téléphones, nos voitures, notre futur, quoi. Eh bien, cette carte, elle existe. Enfin, le potentiel pour la créer existe. Le souci, c'est que les données sont en quelque sorte enfermées, et toute la situation est complètement bloquée. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire assez incroyable, à la fois complexe et très révélatrice. On va se baser sur un article de Média Congo, publié ce 12 février 2026, qui lui-même s'appuie sur une enquête du Financial Times, et ça met en scène trois acteurs. La République démocratique du Congo, une société américaine de haute technologie, Cobalt Metals, et puis l'ancienne puissance coloniale, la Belgique. On va voir, c'est un mélange assez détonnant d'IA, de géopolitique et de fantômes de l'histoire qui sont loin d'avoir disparu. Alors, pour commencer, posons un peu le décor. On a cette entreprise, Cobalt Metals. Ce ne sont pas des mineurs comme on les imagine, avec des pioches et des casques. C'est bien ça, Sam. Non, pas du tout. C'est même l'inverse. Il faut vraiment les voir comme des data scientists de la géologie. Leur approche est radicalement nouvelle. Ils n'envoient pas des équipes au hasard sur le terrain. Non, ils collectent d'énormes quantités de données géologiques. Vraiment tout ce qu'ils peuvent trouver. Et ensuite, ils font tourner des algorithmes, de l'intelligence artificielle, pour analyser tout ça. D'accord. Et pour prédire avec une bien meilleure précision que les méthodes classiques où se trouvent les gisements de cuivre, de cobalt, de nickel. En gros, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin, mais en utilisant un aimant surpuissant. Une sorte de Google Maps des trésors souterrains. C'est une bonne image, oui. Et donc, cette société a signé un accord avec la RDC. C'était en 2025. Quel était l'objectif? L'objectif était à la fois très simple et assez génial. La RDC a un des sous-sols les plus riches du monde, on le sait. Mais une grande partie reste mal connue, mal explorée. Par contre, pendant des décennies, à l'époque coloniale, des géologues ont arpenté le pays. Ils ont pris des notes, fait des relevés, des forages. Ils ont accumulé des millions de pages d'archives. Des données incroyables, j'imagine. Exactement. L'idée de l'accord, c'était que Cobalt, avec sa technologie, numérise tout ça, toutes ces archives, pour les injecter dans ses modèles d'IA et créer au final la carte géologique la plus précise jamais vue du Congo. Ça a l'air d'un accord gagnant-gagnant. La RDC obtient une techno de pointe pour valoriser ses propres ressources et Cobalt a accès à des données uniques au monde. Alors, où est le problème? Le problème, il est à la fois géographique et juridique. On est 1 an après la signature de cet accord et Cobalt n'a toujours pas pu scanner la moindre page. Ah bon? Pourquoi? Parce que ces archives, qui décrivent le sous-sol congolais, eh bien, elles ne sont pas à Kinshasa. Elles sont à des milliers de kilomètres de là, en Belgique. Pardon, attendez, je vais être sûre de bien comprendre. Les données sur les richesses du Congo sont physiquement stockées en Belgique? Exactement, au Musée royal de l'Afrique centrale, à Tervuren, près de Bruxelles. Et c'est là, évidemment, que toute l'histoire prend une dimension complètement différente. Hmm. On ne parle pas de quelques cartons, hein. C'est la mémoire géologique complète d'un pays, conservée par son ancienne puissance coloniale. C'est incroyable. Mais quelle est la valeur réelle de ces documents? Est-ce qu'on ne pourrait pas juste refaire les mêmes études aujourd'hui avec des satellites, des drones? C'est une excellente question. Et la réponse est non, pas vraiment. On ne peut pas recréer ces données. Il faut imaginer, ce sont des notes de terrain, manuscrites, de géologues qui ont passé des mois dans la brousse. Ce sont des résultats d'analyse chimique de carottes de forage, qui n'existent plus aujourd'hui. Des cartes dessinées à la main, avec des annotations uniques. Ah oui, des données irremplaçables. Pour une IA, c'est une mine d'or. Ces données historiques, elles donnent un contexte, une profondeur, une mémoire en fait, qu'aucune image satellite ne peut remplacer. L'IA de Cobalt est très puissante, oui, mais sans données, elle est aveugle. Ces archives, ce sont ses yeux pour voir dans le passé. Et du coup, pour mieux prédire l'avenir. On se retrouve donc avec un paradoxe fou. On a besoin de l'intelligence artificielle la plus avancée du XXIe siècle pour déchiffrer des secrets du passé, mais c'est une situation politique héritée du XXe siècle qui bloque absolument tout. Vous mettez le doigt dessus, c'est précisément ce choc des temporalités qui rend cette affaire si parlante. C'est dingue. On a un accord en bonne et due forme entre une entreprise et un État souverain, la technologie est prête.
qu'est-ce que la Belgique peut bien avancer comme argument pour justifier un tel blocage? Alors officiellement, la Belgique avance un argumentaire en 3 points. C'est ce que détaille l'article. Le premier, c'est qu'elle refuse d'accorder un accès exclusif à une seule entreprise privée. Et étrangère, qui plus est. Bon, sur le papier, ça peut paraître prudent. Est-ce que c'est un argument solide ou c'est un peu une excuse facile? C'est un argument qui peut être légitime, oui, pour éviter un monopole privé sur une ressource publique. Mais la question ici, c'est de quelle ressource publique parle-t-on? Bah oui. C'est une ressource publique belge, qui concerne directement la souveraineté économique d'un autre pays, la RDC. Donc l'argument est pour le moins à double tranchant. D'accord. C'est le premier point. Quel est le deuxième? Le deuxième est purement formel, juridique. Les autorités belges disent qu'elles n'ont aucun lien contractuel avec Cobold. L'accord, il a été signé entre Cobold et la RDC. Donc, pour la Belgique, cet accord ne la regarde pas. Voilà, légalement, ils ne sont pas partie prenante. Mais c'est une pirouette, ça. C'est comme si je vous disais, j'ai les clés de votre maison, mais comme le contrat que vous avez signé avec le serrurier ne m'inclut pas, je ne lui ouvre pas la porte. Le fait est qu'ils détiennent l'accès. C'est exactement la situation. C'est une position très légaliste qui ignore complètement le fond du problème. Et elle est renforcée par le troisième argument, qui est le principal. C'est que ces archives sont classées comme des fonds publics fédéraux belges. Ah, voilà, on y est, le nœud du problème. Donc, pour l'État belge, légalement, ces documents lui appartiennent, c'est ça, hein? Il revendique la propriété des données qui décrivent le sous-sol d'une autre nation. Juridiquement, oui. C'est le point central de leur défense. Ces documents ont été produits par des services qui, à l'époque, étaient belges, et ils n'ont jamais été formellement transférés à la RDC après l'indépendance. C'est un héritage direct de la période coloniale, un dossier qui n'a jamais été réglé. Donc, selon la loi belge, le gouvernement belge a le droit souverain de décider qui y a accès, et surtout, sous quelles conditions. Mais si je comprends bien l'article, la Belgique ne se contente pas de dire non, elle a son propre projet, c'est ça? Oui, et c'est là qu'on voit mieux la stratégie. La Belgique ne veut pas juste passer pour celle qui bloque. Elle se positionne en proposant une alternative. Laquelle? Son propre programme de numérisation. Un programme qui serait d'ailleurs financé par l'Union européenne. En gros, elle ne dit pas « personne ne touche aux archives ». Elle dit « c'est nous qui allons nous en occuper ». Mais à notre façon et selon notre calendrier. Et j'imagine que cette façon européenne est très différente de ce que proposait Cobold. C'est le jour et la nuit. Le projet de Cobold, c'était un accès rapide, massif, direct, pour nourrir ses algorithmes au plus vite. Le plan européen, lui, est décrit avec un mot très important. Il prévoit une transmission progressive des copies à la RDC. Ce mot « progressif », il sonne très administratif, très prudent, mais j'ai l'impression qu'il est absolument crucial ici. Il est au cœur de tout. Progressif, ça s'oppose à immédiat. Progressif, ça implique que quelqu'un garde le contrôle du robinet d'information. C'est ça. Qui décide du rythme? Quels documents sont numérisés en premier? Qui aura accès aux données une fois numérisées et à quel moment? L'approche américaine, c'était un Big Bang de données pour un résultat rapide. L'approche européenne, c'est un goutte-à-goutte contrôlé. Et ça change complètement la dynamique de pouvoir sur cette information. Donc si on gratte un peu sous la surface des arguments juridiques, ce n'est pas qu'une simple dispute administrative. Quels sont les vrais enjeux qui se cachent derrière ce refus selon vous? Il y a 2 niveaux de lecture, qui sont bien mis en avant par l'enquête d'ailleurs. Le premier niveau, c'est le plus évident. Il est économique et géopolitique. On est en pleine, on pourrait dire, guerre froide économique pour l'accès aux matières premières stratégiques. Le fameux cobalt, le cuivre, le lithium, tous les métaux de la transition énergétique? Précisément. L'Europe, les États-Unis, la Chine, tout le monde cherche à sécuriser ses approvisionnements. Et dans cette course, détenir l'information géologique, c'est comme avoir une carte d'état-major pendant une guerre. Savoir où chercher en premier, ça fait économiser des milliards en exploration et ça fait prendre des années d'avance sur la concurrence. Ces archives, ce n'est pas de l'histoire. C'est un actif stratégique majeur pour le futur. Donc, contrôler l'accès à la carte, c'est presque aussi important que de posséder les mines elles-mêmes. Au XXIe siècle, c'est peut-être même plus important au départ. L'information, c'est la ressource numéro 1. En bloquant Cobold, qui est une entreprise américaine, et en privilégiant une solution européenne, la Belgique et l'UE s'assurent de garder la main dans ce grand jeu des minéraux. Elles ne veulent tout simplement pas qu'un concurrent américain, via sa technologie d'IA, prenne une position dominante sur la connaissance du sous-sol congolais. Ça, c'est la cause géopolitique. Mais l'endroit même où sont gardées ces archives, ce musée à Tervuren, c'est tellement symbolique. Ça doit forcément jouer un rôle. C'est la deuxième couche.
plus profonde, plus sensible. C'est la dimension historique et post-coloniale. L'article le dit très clairement, cette affaire ravive les tensions post-coloniales liées au contrôle des archives. Et le symbole est extrêmement puissant. Le musée de Tervuren, ce n'est pas un bâtiment neutre. Il a été construit pour glorifier l'entreprise coloniale du roi Léopold II. Son histoire est intimement et douloureusement liée à l'exploitation du Congo. Le bâtiment même qui détient les clés de la richesse future est un monument au système qui a permis de les extraire en premier lieu. C'est vertigineux. C'est plus que symbolique, c'est une manifestation très concrète d'une relation de pouvoir qui perdure. Réfléchissez-y. Les données, elles concernent le territoire congolais. L'accord pour les exploiter a été signé par le gouvernement souverain du Congo. Oui. Mais la décision finale, l'accès physique à ces données, est contrôlée par l'ancienne puissance coloniale, qui invoque des lois datant de cette même époque pour justifier sa position. C'est une illustration presque parfaite de la façon dont les structures du passé continuent de dicter les possibilités du futur pour la RDC. On a donc un gouvernement congolais qui essaye d'agir en acteur souverain sur la scène mondiale, en s'alliant avec une boîte américaine, et qui se heurte à un mur dressé par son propre passé colonial. C'est exactement ça. La décision souveraine de la RDC est, dans les faits, soumise au veto de la Belgique, qui, elle, privilégie un cadre européen. C'est une dynamique de pouvoir très contemporaine dans ces outils, on parle d'IA, de géopolitique des ressources, mais qui est profondément ancrée dans des schémas historiques très très anciens. D'accord. Essayons de résumer un peu. Si on rassemble toutes les pièces, d'un côté, on a la RDC qui veut utiliser la technologie du futur pour enfin cartographier et maîtriser la connaissance de ses propres richesses. De l'autre, une entreprise américaine qui a la technologie, mais qui a besoin des données du passé pour la faire tourner. Et au milieu, la Belgique, qui tient les clés de ces données et qui dit « stop, pas si vite, on va le faire nous-mêmes, à notre rythme et dans un cadre européen ». C'est bien ça. C'est une excellente synthèse. Le conflit, il n'est pas juste entre trois acteurs. Il est entre trois logiques différentes. Une logique de souveraineté et de développement pour la RDC, une logique de disruption technologique et de marché pour Coabold, et une logique de contrôle stratégique et d'héritage historique pour le couple Belgique-UE. Et le point de friction, c'est cette bibliothèque de données. Cet héritage colonial qui devient tout d'un coup la clé de voûte de l'économie de demain. C'est le choc frontal. Une ambition technologique tournée vers l'avenir qui se retrouve paralysée par un héritage non résolu du passé. Et ce n'est pas un héritage abstrait, c'est très matériel. Des étagères pleines de documents dans un musée en Belgique. C'est le passé qui, littéralement, conditionne et contrôle le futur économique d'un pays indépendant. Et tout ça nous ramène à ce mot qui me trouble depuis tout à l'heure, progressif. L'alternative européenne propose cette transmission progressive des données. Après tout ce qu'on vient de dire, ce mot prend une saveur complètement différente. Il devient le centre de toutes les interrogations. Ça me laisse avec une dernière réflexion en fait. Qu'est-ce que ce terme progressif implique vraiment ? Est-ce que c'est juste une précaution technique, une manière raisonnable de gérer un projet qui est complexe, ou est-ce que c'est un euphémisme, une façon de garder le contrôle, de distiller l'information au compte-gouttes, pour être sûr de ne jamais perdre l'avantage stratégique ? Est-ce que ce calendrier défini par l'Europe ne risque pas, que ce soit intentionnel ou non, de freiner la capacité de la RDC à devenir pleinement et rapidement maîtresse de la connaissance de son propre territoire ? Au final, on peut vraiment se poser la question, que signifie la souveraineté sur ces ressources si l'accès même aux données qui permettent de les trouver est dicté par le calendrier et les conditions d'un autre État ?